Après la mort de Naël, de nombreux quartiers se sont embrasés encore cette nuit pour la troisième nuit consécutive, donc avec des forces de l'ordre mises en difficulté, même si le ministère de l'Intérieur avait musclé son dispositif jeudi en quadruplant le nombre de policiers et de gendarmes. Pour en parler, nous sommes avec Renaud Epstein en duplex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, auteur de On est bien arrivé au Nouvel Attila. Il s'agit d'un tour de France des grands ensembles en carte postale. Et puis ici même dans ce studio, Romain Huette, bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Rennes 2 et on vous doit notamment le vertige de l'émeute aux presses universitaires de France. Peut-être pourrions-nous d'ailleurs débuter par une définition de cet objet, l'émeute. Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce qu'une émeute pour vous, Romain Huette? Je pense que déjà, très simplement, c'est une expérience qui est collective et une expérience collective de débordement, au sens où la plupart des dispositifs institutionnels qui prévoient l'organisation de la manifestation de la colère, par exemple, sont encadrés par des dispositifs policiers, par des trajets, etc. Et que l'émeute, justement, vient dérégler, vient déranger en fait ces dispositifs. Et donc, c'est une expérience de débordement qui se traduit par des formes de violence qui soient matérielles ou dirigées généralement à l'endroit des forces de police. Violence qu'on caractérise souvent de faible intensité, même si évidemment c'est variable d'une émeute à une autre. Et là, justement, cette troisième nuit d'émeute, d'après ce que l'on voit, les reportages auxquels on est confronté, Romain Huette, est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'émeutes de faible intensité ou bien au contraire d'événements importants avec de nombreuses violences commises, de nombreuses exactions? Je crois que là, il se passe quelque chose, historiquement qui est, assez inédit. Enfin, là, ça fait 2 nuits que je reviens et j'ai observé justement ces émeutes. Personnellement, je n'ai jamais vu ça alors que j'ai pu en étudier, une centaine. Je n'ai jamais vu ça de par déjà l'intensité, Mhm. de par aussi la multiplication dans de très, très nombreuses, villes, dans de très nombreux endroits. En fait, on voit ces formes émeutières se généraliser et il semble que, finalement, au fond, les appels au calme ne produisent pas véritablement d'effet. Donc moi, je pense que là, on est vraiment dans une situation assez historique où il est en train de se passer quelque chose qu'il est encore déjà très, très difficile de penser là maintenant parce que on est un peu dans le cœur de l'événement avec toutes les émotions que ce genre d'événement peut créer, notamment la mort de ce jeune. Tout le monde songe à 2005. Est-ce que pour vous, la comparaison a un sens? Comment traiteriez-vous ce parallèle? Sur la forme émotière, on peut dire qu'il y a une comparaison à faire, évidemment. On peut même dire qu'en 2005, les émeutes commençaient avec beaucoup moins d'intensité. C'était beaucoup plus localisé sur quelques quartiers, alors que là, ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus étendu et effectivement qui rassemble beaucoup plus de monde. Donc, j'ai l'impression que s'il y avait une comparaison à faire, ça serait que finalement, au fond, on est dans un stade qui est beaucoup plus intense maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Renaud Epstein? Vous êtes en duplex, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, bon, sur au moins les 2 questions que vous venez de poser, sur, la définition de l'émeute, il faut voir en tout cas et ça a été une des leçons de 2005 que la qualification même, des événements, est controversée, hein, Mhm. en 2005, il y a eu de vraies querelles qui sont à la fois sémantiques et interprétatives. Savoir est-ce qu'on parle d'émeutes, de révoltes, de violences urbaines? Alors, ce ne sont que des mots, mais derrière les mots, c'est pas le même regard sur ce qui est en train de se passer, notamment sur la légitimité des événements et savoir si finalement il y a une dimension politique, la notion de révolte pouvant renvoyer à cette dimension et donc une forme de légitimité, ou est-ce qu'on est Légitimité face à de la... ou pardonnez-moi, je vous coupe, comme vous êtes en duplex, Renaud Oui, Epstein, légitimité et ou rationalité? Parce que c'est souvent aussi la question qu'on se pose. Est-ce que ça vise un but? Est-ce que ça n'en vise pas? Est-ce que c'est purement nihiliste? Ce sont ces questions-là qui sont posées à l'émeute, Renaud Epstein. tout à fait. Et derrière la qualification, effectivement, si on parle de violence urbaine, on a du mal à saisir une forme de rationalité, si ce n'est la satisfaction nihiliste
d'un goût pour le feu. Si on parle de révolte, on en revient derrière ça à la dimension proprement politique de l'événement. Maintenant, sur la deuxième question que vous posiez à Romain Huette, à savoir est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec 2005, d'abord, la première question, c'est que le parallèle s'est imposé de manière évidente à tous les acteurs. Au bout de 2 jours, de nuit plutôt, tous les médias, tous les responsables politiques faisaient cette comparaison. Maintenant, c'est vrai que si on regarde la dynamique de 2005 et la dynamique actuelle, il y a des limites évidentes dans la comparaison. Pour le moment, attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais notamment parce que ce qui s'est joué en 2005, c'est un mensonge d'État proféré au sommet de l'État par Nicolas Sarkozy, par le procureur de la République, une non-reconnaissance de ce qui s'était passé du point de départ, de l'étincelle, donc la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, alors que là, parce qu'il y a eu cette vidéo. Mais là, au bout de 24 heures, même pas, on a eu des prises de position politiques du président de la République, du ministre de l'Intérieur, qui étaient contraints de reconnaître ce qui s'était passé. Et je pense que quand on reprend 2005, on voit bien que la dynamique de l'émeute, c'est aussi un rapport au mensonge d'État, au premier mensonge d'État sur la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, puis sur ce qui a véritablement lancé l'explosion nationale des émeutes au bout d'une grosse semaine, à savoir l'envoi d'une grenade lacrymogène dans une mosquée à Clichy. Romain Huette. Oui, je pense qu'en 2005, on avait eu énormément de mal, de difficultés en tout cas à penser ce qui était arrivé, et notamment en fait à requalifier politiquement ces émeutes. Donc il s'agit bel et bien de révoltes. En 2005, c'était des révoltes, et ici, de façon très très évidente, la dimension politique, je ne sais pas comment on pourrait la nier. Donc je pense que ça, c'est véritablement important d'essayer de remarquer que cette expression-là ici, qui est en train de se passer de la révolte, elle est extrêmement dirigée. Alors la cible elle est claire. Ici c'est le problème de la police qui est pointé du doigt. C'est le problème du racisme. C'est le problème en fait finalement que les vies n'auraient pas la même dignité, n'auraient pas la même valeur, n'auraient pas la même importance. Et dans les rues, en tout cas moi ce que j'ai pu observer dans mes courtes observations, c'est que de façon très très claire, le discours lui-même, en fait le langage lui-même est extrêmement politisé. Plus politisé, diriez-vous, qu'en 2005 ? Non, je peux pas comparer avec 2005 parce que sur le coup, j'en ai pas fait d'observation, mais en tout cas, il y a une véritable évidence du caractère politisé, et en tout cas d'une colère qui est dirigée à un endroit qui est très précis. Et si vous regardez d'ailleurs même les destructions matérielles de ces dernières nuits, c'est des destructions qui sont aussi quand même assez ciblées. Il y a de tout, parce qu'il y a aussi malheureusement une bibliothèque, des écoles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas analyser facilement, parce qu'il y a quand même, Romain Huette, une part dans l'émeute qui est une part non contrôlée, une part non organisée, qui peut donc donner lieu à toute forme de débordement nihiliste. Alors, il y a une part affective. Enfin, moi, j'analyse souvent l'émeute. Mais quand je dis affective, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une question aussi de sensation. C'est toute une série d'affects qui vous saisissent, quoi, et qui fait que, effectivement, dans ces dynamiques un petit peu collectives, il y a une espèce d'effervescence et effectivement qui peut conduire. Alors, je ne sais pas si c'est purement nihiliste, mais quelque chose de l'ordre plutôt du geste. Enfin, brûler les équipements publics. Oui, mais il y a quelque chose de l'ordre du geste. Et en fait, il faut le voir aussi. Enfin, c'est un peu étonnant, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'intriguait. C'est la raison aussi pour laquelle j'avais étudié la question de la forme de l'émeute. C'est que il y a à la fois un pouvoir d'attraction, et c'est vécu aussi comme une épreuve assez joyeuse. Et ça peut être étonnant de le voir de cette façon-là, mais il y a quelque chose aussi d'arriver à marquer le monde. Et quand on voit toute une série de personnes en train de s'affronter avec la police, ou d'être dans des formes de destruction, il faut bien imaginer ici que c'est une relation évidemment très très heurtée et problématique avec le monde, mais c'est une façon en fait d'intervenir dans le monde. Renaud Epstein, votre point de vue ? Sur la raison pour lesquelles ce qui brûle, ce sont des écoles, des mairies, des équipements publics. Il y a des voitures de particuliers aussi, tout à fait. Ce qui est un problème, puisque c'est dans des quartiers populaires où, bien évidemment, remplacer une voiture est un vrai problème.
Tout à fait, tout à fait. Mais il y a, il y a là une forme de rationalité. Hein. Qu'est-ce qui brûle? Ce qui brûle, c'est ce qui est présent dans les quartiers. Les groupes émeutiers, ils prennent pas les transports en commun ou des transports individuels pour aller à Issy-les-Moulineaux brûler CNews ou dans le 7e pour brûler des ministères. Ils brûlent ce qui est présent dans leur quartier. Et qu'est-ce qui est présent dans les quartiers? Il y a des équipements publics, d'une part, pas énormément, mais il y en a, et dans l'espace public, du mobilier public et des véhicules. Ensuite, et quand moi je suis quand même frappé là ces derniers jours, j'ai relu tout ce qui s'était, une partie de ce qui s'était produit en 2005. Il y a eu des interprétations très métaphoriques, symboliques. Pourquoi est-ce qu'on brûle les bibliothèques? Quel rapport à l'État derrière ça? Fondamentalement, ce qui brûle, c'est ce qui est accessible. Vous êtes un groupe de jeunes émeutiers d'une vingtaine, vous n'allez pas aller même en centre-ville dans votre commune de banlieue parce que vous n'êtes plus protégé quand vous êtes hors du quartier. Donc vous brûlez ce qui est brûlable, directement accessible. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher tellement plus loin. Bon, mais alors, évidemment, tout ce que l'on voit brûler, tous ces spectacles sont des spectacles à la fois de colère et qui peuvent nous emplir de tristesse parce que Bien sûr. ces équipements collectifs, ils ont évidemment leur utilité sociale. Est-ce que ça veut dire finalement qu'ils ne sont pas reconnus comme tels par les émeutiers? Est-ce que ça veut dire que ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer donc d'attirer l'attention médiatique sur ce qui se déroule dans ces quartiers, ou bien est-ce que c'est tout simplement du nihilisme ou de la bêtise? Non, mais je pense que j'ai envie de dire, aucune de ces trois hypothèses. Il y a de la colère, et la colère, elle se manifeste, elle s'exprime matériellement sur les objets qui sont accessibles. Il n'y a pas de rationalité, en finalité, de venir attirer les médias. Au contraire, d'ailleurs, les médias, dans ces périodes d'émeutes, sont particulièrement mal accueillis, malvenus dans les quartiers. Il n'y a pas non plus, je pense, mais encore une fois, là on parle à chaud, il faudra faire des enquêtes auprès des émeutiers ultérieurement. Je ne pense pas qu'il y ait de logique revancharde contre l'école spécifiquement ou contre tel ou tel équipement. Maintenant, les leçons aussi des travaux qui avaient été faits après les émeutes de 2005, c'est que il y a à la fois un mouvement national et des dynamiques nationales qui s'opèrent, et il y a des formes émeutières qui vont prendre qui vont prendre des formes et avoir des dynamiques spécifiques dans chaque quartier en fonction de la nature, l'histoire, la nature des relations entre les acteurs locaux, la mairie, la police et les habitants des quartiers. Et aussi, et ça c'était un des résultats très spectaculaires des travaux de Marwan Mohamed, en fonction aussi de la dynamique des bandes propres localement. Marwan Mohamed avait noté, notamment en 2005, dans un quartier du Val-de-Marne, où tout laissait penser qu'il y allait avoir des émeutes. C'est le quartier qui n'a pas bougé. Et quand il cherche à comprendre pourquoi, il se rend compte que, complètement par hasard, 2-3 leaders des bandes locales avaient été mis en garde à vue ou emprisonnés, je ne me souviens plus, quelques jours plus tôt, avant le début des émeutes. Et donc, les conditions de l'action collective dans les quartiers avaient disparu. Donc, il faut aussi faire attention. Il y a une dynamique nationale, mais il y a aussi toute une série de dynamiques locales, si on veut expliquer ce qui se passe dans chaque quartier, pourquoi ça brûle pas, qu'est-ce qui brûle pas. Il y a sans doute aussi des micro-histoires locales à saisir. Romain Huette, le rôle des réseaux sociaux également, est-il pris en compte? Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? C'est sûr que d'un point de vue de la coordination et de la circulation des images de ce qui se passe à droite et à gauche, effectivement, a un rôle important de coordination. Moi, ce sur quoi je voudrais quand même revenir, c'est sur le fait que, en fait, cette colère, elle était déjà là. On le sait tous, et d'ailleurs, je pense que non pas qu'on pouvait prédire cet événement-là, mais on savait que c'était quelque chose qui pouvait effectivement arriver, quoi. Et ça fait, je pense, des années qu'on est en train de voir un certain nombre de mouvements sociaux qui ont tendance justement à déborder et à prendre justement des formes émeutières. Et comment on répond en fait à ce genre d'événements? J'ai pas l'impression qu'on les pense énormément. J'ai plutôt l'impression qu'on a tendance à attendre que ça s'épuise, attendre que les gens finissent par rentrer concrètement chez eux, et finalement on passe à un autre sujet. À un moment donné, en fait, ça tient plus. Et je crois que c'est... il y a eu une politique de la ville, il y a eu un certain nombre de choses de faites. Sur la question des violences policières, soyons clairs,
je ne suis pas sûr que la société française a été capable de réfléchir véritablement sa police. En tout cas, elle ne le réfléchit que de façon technique. Je crois qu'il ne faut absolument pas la réfléchir de façon technique. Le problème est Qu'est-ce qu'il faudrait absolument faire? éclatant, quoi. Quand on a en fait une police qui a tué quand même un certain nombre de jeunes cette 13 dernière personnes année, l'an dernier, ouais, dans des refus d'obtempérer. ouais, si on compare en fait avec d'autres contextes, je pense qu'on est, alors je n'ai pas les statistiques exactes des autres pays, mais a priori, il y a un problème. Il y a un problème aussi de relation en fait entre la perception qu'on peut avoir de la police et la plupart des habitants. Donc moi, quand je dis se réfléchir, c'est se réfléchir de qu'est-ce que c'est que le maintien de l'ordre, bien sûr, évidemment, mais pas seulement d'un point de vue technique. C'est comment en fait on organise une relation qui vise justement à baisser, à diminuer l'intensité de la violence. Et là, on voit que la réaction en ce moment, c'est justement en fait de remonter en fait l'intensité de la violence dans la gestion de ces manifestations. Renaud Epstein, la politique de la ville menée depuis 2005, est-ce que c'est une mauvaise réponse, une réponse insuffisante? Est-ce que c'est à côté de la plaque? Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on ne parle de politique de la ville que dans ces moments d'émeute. Or, la politique de la ville, elle traite de tout sauf de ça. Et s'il y a bien une limite de la politique de la ville qui a pu être telle qu'elle a pu être menée depuis le début des années 2000, c'est que la question policière et la question judiciaire a été laissée de côté. Autant dans les années 80, dans les années 90, il y avait une véritable articulation, une véritable réflexion entre la transformation des politiques de sécurité, de prévention de la délinquance et d'autres dimensions du développement social des quartiers, comme on disait à l'époque. On voit comme depuis le début des années 2000 et particulièrement depuis 2005, il y a eu une autonomisation totale de la question policière. Et derrière la question policière, c'est à la fois la question du maintien de l'ordre, mais surtout la question du quotidien, de la sécurité au quotidien. La police s'est autonomisée de la politique de la ville. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'elle s'est autonomisée de beaucoup de champs. Et on voit bien aussi la difficulté qu'a aujourd'hui le pouvoir politique à envisager des formes de transformation de la police face à la pression non seulement des syndicats policiers, mais aussi d'un certain nombre de médias, notamment de médias, de chaînes d'infos en continu et de cette presse d'extrême droite qui prend une importance de plus en plus majeure dans le débat public et qui tend, qui crisme et qui oppose. Et donc, je pense que faire aujourd'hui, comme certains sont tentés de le faire, le procès de la politique de la ville, et à chaque émeute, on dit c'est l'échec de la politique de la ville, alors que la politique de la ville, avec ses petits moyens, elle fait des choses, mais s'il y a bien une chose qu'elle ne fait pas, c'est traiter de la question des discriminations, traiter de la question des violences policières, traiter... Voilà, donc je pense que c'est pas le moment aujourd'hui d'incriminer la politique de la ville. Réfléchissons à ce qui s'est passé, réfléchissons au fonctionnement de la police, au rapport entre la police et la population. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui au cœur des événements. Un mot de conclusion à ce sujet, Romain Huette. Non, mais je pense que, en fait, il ne faut pas oublier que quand on a des émeutes et des émeutes de ce type et qui ont quand même une ampleur extrêmement importante, c'est qu'elles nous signalent quelque chose. Enfin, elles nous signalent un problème de société. Donc, je ne suis pas sûr en fait qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui des problèmes de racisme, des problèmes d'injustice. Enfin, je veux dire, on ne découvre pas, quoi. La question, c'est maintenant comment en fait on va véritablement affronter ce type de problème. Et là, en l'occurrence, évidemment qu'il y a à ouvrir un espace de réflexion mais profond en fait sur le fonctionnement de la police et notamment en fait des problèmes de relations à l'intérieur même de ces quartiers en particulier. On peut lire de vous, Romain Huette, Le vertige de l'émeute aux presses universitaires de France, Renaud Epstein. On est bien arrivé. Le nouvel Attila, c'est le livre que vous avez consacré à ce tour de France des grands ensembles en carte postale. Dans quelques instants, en parlant de carte postale, on va vous parler de l'été sur France Culture. Ça sera dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8 heures.